De la puce à l'oreille. La puce à l'oreille. De la puce à l'oreille. Bonjour. Aujourd'hui, De la puce à l'oreille vous emmène à la découverte des amphibiens d'Ariège. Ces curieux petits animaux sans poils, sans plumes et sans écailles sont appelés amphibiens, qui signifie à double vie en grec, car ils partagent leur vie entre phase aquatique et phase terrestre. Ce sont d'ailleurs eux qui ont réalisé le premier passage complet de la vie aquatique à la vie terrestre chez les vertébrés. De la puce à l'oreille. De la puce à l'oreille. Si plus de 5000 espèces ont été recensées dans le monde, on ne dénombre que 12 espèces d'amphibiens dans notre département, et on a pris l'habitude de les séparer en deux grands groupes. Les anoures, ceux qui n'ont pas de queue, à savoir les grenouilles, les crapauds et les rainettes. Les urodèles, ceux qui ont une queue, à savoir les tritons et les salamandres. Mais je ne vous en dis pas plus, je laisse le soin à Élodie Courtois, chercheuse herpétologue au CNRS de Moulis, de nous les présenter et de nous aider à percer le secret de leur métamorphose et de leur chant nocturne. Ouvrez bien vos oreilles et laissez-vous envoûter par la coassante saison des amours. Alors, les amphibiens, c'est un groupe d'espèces qu'on définit en fait comme des espèces qui possèdent un stade larvaire avant le stade adulte. Et ce stade larvaire, dans la majorité des cas, il est aquatique. Ici en Europe, toutes les espèces passent leur stade larvaire dans l'eau, plus ou moins longtemps. Par exemple, il y a une espèce, la lythe, le crapaud accoucheur, qu'on peut trouver en Ariège un peu partout, de la plaine jusqu'à très haut dans la montagne. Qui a la caractéristique, en fait, le mâle va entourer les œufs autour de ses pattes et va les porter jusqu'à ce que les têtards sortent. Et à ce moment-là, il va aller dans de l'eau, dans une mare ou dans un lavoir, et il va déposer les têtards qui vont ensuite se développer jusqu'à ce qu'ils se métamorphosent. Donc la métamorphose, c'est le passage de l'état larvaire à l'état adulte. Et donc le tétard, il y a d'abord les pattes qui vont sortir, ensuite la queue va disparaître. Et puis, il va sortir de l'eau et ensuite passer sa vie adulte hors de l'eau. C'est vrai que la grenouille, c'est la femme du crapaud? Alors en fait, non. Le terme de grenouille et crapaud, ça correspond juste à deux groupes parmi les amphibiens. Parmi en fait les anoures, le groupe des amphibiens qui n'ont pas de queue à l'état adulte. Donc on distingue les grenouilles, qui sont celles qui ont une peau lisse, et les crapauds. Le groupe des crapauds, en fait, on les définit en Europe comme tous les amphibiens anoures qui ont des glandes à venin sur le dos. Voilà, donc quand on regarde un crapaud, en fait, il est un peu pustuleux, et surtout si on regarde au niveau de la tête, il a les glandes parotoïdes qui font donc deux grosses boules derrière la tête. Elle est moche! Et puis l'autre groupe d'amphibiens qui sont les urodèles. Donc c'est les amphibiens qui ont une queue à l'état adulte. Dans les urodèles, il y a les tritons et les salamandres. Et en Ariège, une espèce un peu particulière qu'on appelle le procte. Et le procte, lui, il vit en altitude. Donc on le trouve jusqu'à plus de 2000 mètres d'altitude dans les Pyrénées. Et puis les autres espèces, on les trouve un peu partout en Ariège,
que ce soit dans la plaine et puis jusqu'en montagne. Donc en fait, partout, quand on regarde un paysage, dès qu'il y a un peu d'eau ou dès qu'il y a des cachettes, il y a possibilité qu'il y ait des amphibiens qui soient quelque part. Ça prend combien de temps que l'œuf de grenouille devienne un crapaud ou une grenouille? Alors ça dépend des espèces. Il y a certaines espèces où ça va se passer très rapidement. En quelques semaines, le tétard va grossir, les pattes vont sortir et ensuite il va sortir de l'eau. Et puis il y a certaines espèces où ça peut prendre très longtemps, jusqu'à plusieurs années. Par exemple, le crapaud accoucheur, donc la lythe, il a la caractéristique que les tétards vont hiberner, donc ils vont passer l'hiver dans l'eau, et puis ils vont pouvoir passer même plusieurs hivers dans l'eau, et notamment en altitude, où l'espèce est un peu en limite des conditions dans lesquelles elle peut vivre. Et les tétards parfois restent jusqu'à 10 ans dans l'eau avant de réussir à sortir. Et il y a même certains cas, notamment chez les tritons, où en fait la larve ne va jamais se métamorphoser en adulte. On appelle ça des individus néoténiques. Et ils vont quand même se reproduire, bien qu'ils n'aient jamais atteint l'état adulte. En fait, ça reste des larves, mais qui quand même se reproduisent. Pourquoi ils chantent les crapauds d'abord? Il n'y a que les anours qui ont cette caractéristique d'avoir le mâle qui va vocaliser, donc qui va chanter. Et en fait, il chante pour attirer la femelle, pour que la femelle puisse le repérer et surtout que la femelle puisse le distinguer des autres mâles. Donc par exemple, quand on a une mare, tous les mâles vont chanter ensemble, donc ça fait une grosse cacophonie. Pour nous, on a l'impression qu'on ne distingue aucun son, mais la femelle, elle, va pouvoir distinguer tous les mâles et va voir celui qui chante le plus fort, et celui qui chante le plus fort, ça va être celui qui va attirer le plus de femelles. Est-ce que c'est que les crapauds qui chantent ou c'est que les grenouilles qui chantent? Alors oui, les grenouilles aussi, elles chantent. Et puis, ce qui est un peu rigolo, c'est que c'est pas forcément le plus gros qui chante le plus fort. C'est juste en fonction du sac vocal, donc la poche en fait qui se gonfle quand le crapaud ou la grenouille chante. Et par exemple, les rainettes, qui sont des grenouilles toutes petites, elles chantent très très fort, alors que d'autres espèces qui sont plus grosses, mais qui ont un sac vocal qui va être plus petit, vont chanter moins fort. Donc la force du chant n'est pas forcément corrélée à la taille de l'espèce. Dans mon jardin, je les entends que le soir, mais jamais le matin. Alors pourquoi ils chantent que le soir? Peut-être que dans la journée, il fait trop chaud, donc du coup, ils préfèrent rester un peu cachés sous les pierres. Il y a probablement aussi moins de prédateurs la nuit. Tout ce qui est couleuvre aquatique, on sort moins la nuit. Les tritons, ça chante aussi? Alors les urodèles, eux, ils chantent pas. Par contre, ils ont quelque chose qu'on appelle la parade. Donc en fait, les urodèles, par exemple, les tritons, les mâles ont certaines caractéristiques que n'ont pas les femelles. C'est ce qu'on appelle des traits sexuels secondaires. Donc par exemple, pour le triton palmé, le triton palmé mâle, il a au bout de la queue un petit filament qui va être plus ou moins grand. Il a une petite crête sur la queue et puis il a des palmures aux pattes. Et en fait, quand le triton mâle va vouloir séduire la femelle, il va se mettre devant et puis il va faire une parade en recourbant la queue et puis en l'agitant. Et donc, il va parader comme ça jusqu'à ce que la femelle le choisisse. Chinglapongla, chinglapongla, chinglapongla baby, chinglapongla, chinglapongla, chinglapongla baby. Il était une fois un petit garçon qui aimait bien se promener à la campagne. Et un bel après-midi, il est allé se promener du côté des marécages, là où les sols pleurent sur la terre et l'air est tout mouillé. Et la mousse qui descend des cyprès ressemble à un monstre à l'œil maussade, juste à l'endroit où vivent les grenouilles. Eh bien, ce petit garçon, il s'assoit sur un tronc d'arbre et il écoute les grenouilles. D'abord, elles ne parlent que le langage des grenouilles, quand quelques-unes disent... Il y en a d'autres qui font...
les plus grosses. Et même de temps à autre, on entend certaines grenouilles qui font... Bientôt, ce petit garçon, il ferme les yeux pour mieux entendre. Il écoute encore les grenouilles. Et là, il découvre que les grenouilles ne parlent plus le langage des grenouilles. Pas du tout. Elles parlent le langage des gens. Il y en avait une qui disait, par exemple... Out, 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 out. Out, 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 out. Out, 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 out. Et une autre répond en disant... Et encore une autre demande... Où ça? 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 Un crapaud de répondre... En la boue, dans la boue. En la boue, dans la boue. En la boue, dans la boue, dans la boue. Et un très vieux grand-père qui chantait presque, qui dit... Enlève-le. Enlève-le. Et une toute petite grenouille, elle dit... Et puis, le chef de la tribu, en américain on dit the boss frog, avec les yeux gros et verts, il sort la tête de l'eau et il dit... Oh! Et toutes les grenouilles, elles sautent dans l'eau et elles nagent au loin en faisant... Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission De la puce à l'oreille et on continue en compagnie d'Élodie Courtois qui nous parle des amphibiens d'Ariège. Les grenouilles, c'est dangereux? Le venin des amphibiens en Europe n'est pas dangereux par contact. Par contre, quand on manipule des salamandres, par exemple, qui ont donc des sécrétions un peu quand elles sont stressées, en fait, elles sécrètent une substance, un mucus qui est toxique. Et donc ce mucus, il n'est pas toxique directement par la peau. Par contre, il peut être un peu irritant pour les muqueuses. Donc après, il ne faut pas se toucher les yeux ou la bouche parce que là, ça peut être un peu irritant pour la peau à ces endroits-là. On peut même pas les attraper pour leur faire un bisou? Non, faut éviter. Moi, je peux en avoir un de crapaud à la maison. Alors, il faut savoir qu'en France, tous les amphibiens sont protégés par la loi. Donc c'est interdit normalement de les attraper, de les manipuler et de les déplacer. Donc il y a un cadre juridique qui en fait les protège. Donc alors là, c'est pas possible de prendre une grenouille pour la mettre dans un aquarium. Pourquoi les grenouilles et les crapauds ils sont protégés? Alors en fait, il y a plusieurs menaces sur les amphibiens qui expliquent pourquoi ces espèces sont protégées. Une des principales menaces, en fait, c'est la destruction des habitats. C'est que les habitats dans lesquels se trouvent ces espèces-là est assez particulier. Ils ont besoin d'un peu d'espace. Ils ont besoin qu'on laisse des tas de bois, qu'on laisse des broussailles. Ils ont besoin d'habitats aquatiques de bonne qualité. Donc la qualité de l'eau est très importante pour les amphibiens. Quand le milieu est pollué, on va voir tout de suite une diminution du nombre d'espèces d'amphibiens qui vont se reproduire dans ces endroits-là. Et donc la destruction des habitats, la disparition des mares est une des principales menaces pour les amphibiens. Ensuite, il y en a d'autres. Je parlais un peu de la qualité de l'eau. Donc la pollution de l'eau, l'utilisation de pesticides va avoir aussi un impact important sur les amphibiens. Comment on peut les attirer dans ton jardin, les crapauds?
Il y a plein de choses qu'on peut faire pour que les grenouilles et les tritons et les salamandres viennent habiter à côté de la maison. Donc on peut les voir le soir quand on sort, quand il fait un peu humide ou quand c'est la saison des amours au printemps, et ben on sort et puis ils sont là et ils vivent à côté, ils vivent tout près en fait. Donc pour ça, il suffit d'aménager un petit peu le jardin pour qu'ils s'y sentent à leur aise. Donc par exemple, on peut creuser une mare qui va attirer certaines espèces, laisser des tas de bois, des choses pour qu'ils aient des cachettes, et puis voilà, ça demande pas beaucoup d'entretien, ça demande juste en fait de laisser la nature se développer un peu, pas que ce soit tout propre, tout lisse, parce que là sinon ils vont pas avoir envie de venir, mais laisser des choses pour qu'ils puissent eux aussi se sentir chez eux. Et donc dans ces cas-là, il y a de grandes chances pour que au fur et à mesure, donc pas les amener bien sûr, mais que au fur et à mesure, eh ben, ils vont arriver tout seuls et puis après ils vont s'installer et s'ils s'y sentent bien, ils vont y rester. Est-ce que la grenouille, elle est amie avec le poisson ? Alors en fait non, parce que donc il y a beaucoup de larves d'amphibiens, donc de larves du rodel ou de têtards, de grenouilles ou de crapauds, qui sont mangés par les poissons en fait. Il y a très peu d'espèces pour lesquelles les œufs et les larves vont être protégés contre les poissons. En Europe, il y a quasiment que le crapaud commun, où le tétard et les œufs possèdent des substances toxiques qui vont empêcher les poissons de les manger. Qui c'est qui mange les grenouilles ? Les carnivores, certains carnivores, les putois, peuvent manger les amphibiens adultes. Il y a également les oiseaux d'eau, comme les hérons, qui consomment pas mal de grenouilles. Et puis il y a tout ce qui est couleuvres aquatiques, donc les espèces du genre Natrix, la couleuvre vipérine et la couleuvre à collier, qui se nourrissent en partie d'amphibiens. Pourquoi des fois on trouve des crapauds morts dans le bassin du Nami ? Alors il y a plusieurs possibilités. Souvent quand on voit des crapauds communs, donc les gros crapauds qui ont les petites pustules sur le dos, qui sont un peu marrons, qui sont noyés, souvent c'est des femelles qui se noient, et en fait au moment de la reproduction, il y a vraiment tous les crapauds qui viennent dans la mare, et c'est la grosse reproduction, donc tout le monde se reproduit, et puis il y a souvent plusieurs mâles qui essayent de se reproduire avec la même femelle et qui essayent de se reproduire avec elle, et parfois en essayant tous, et ben du coup elle arrive plus à ressortir pour respirer, parce que donc les crapauds et les grenouilles, quand ils sont à l'état adulte, en fait, ils respirent par des poumons, donc ils vivent pas dans l'eau, donc ils ont besoin régulièrement de remonter à la surface pour respirer, et puis là la femelle ne peut plus respirer et donc elle est noyée en fait par les mâles. Ça, c'est une possibilité pour expliquer pourquoi il y a parfois certains crapauds qui meurent. Et puis, il y a aussi plusieurs maladies qui touchent les amphibiens, donc qui sont pas forcément toutes présentes en Ariège, mais qui sont présentes dans d'autres parties de la France ou dans d'autres parties du monde. Et ces maladies-là, c'est des maladies qui vont se développer sur la peau des amphibiens, souvent, parce que comme ils ont une peau qui est très fine, et qui a beaucoup d'échanges avec le milieu extérieur, s'il y a des champignons, des parasites, des bactéries qui se mettent sur la peau, ça va avoir un impact très fort sur leur santé. Et donc, notamment, il y a une maladie qui s'appelle la chytridiomycose, qui est une maladie qui est causée par un champignon et qui est présente dans les Pyrénées, pas en Ariège, mais ailleurs dans les Pyrénées, et qui cause beaucoup de mortalité. Donc parfois on arrive à côté d'un lac de montagne, et puis on voit plein de petits crapauds qui sont morts, et qui sont morts dus à cette maladie-là. Qu'est-ce que ça mange une grenouille ?
Quand c'est à l'état tétard, ça mange, c'est plutôt herbivore ou insectivore, donc ça va manger des plantes et puis des petits insectes. Et ensuite, quand elle se métamorphose et qu'elle devient adulte, elle va pouvoir manger des proies qui sont plus grosses et là devenir plutôt carnivore. Donc elles vont manger des invertébrés, des insectes, et puis même des vertébrés ou des vers de terre, où elles vont avoir une alimentation qui va être beaucoup plus large en fait. Alors voyons, qu'est-ce que c'est ça? C'est qui c'est? Un crapaud commun. Crapaud commun, très bien. Alors pourquoi? On a vu tout à l'heure. Parce qu'il a la peau verruqueuse et Ouais. Il a les yeux qu'il a les yeux... Là on voit pas très bien. orange, on voit pas très bien là, mais il a les yeux orange-rouge. Et là on voit qu'il a les glandes, ça c'est ses glandes à venin là qu'il a sur le côté. C'est des glandes où il peut, quand il est stressé, comme par exemple maintenant, là il est un peu stressé je pense, il peut faire sortir du venin pour chasser les prédateurs, quoi. Merci encore à Élodie Courtois pour toutes ces explications. Merci à Chloé et Eline pour leurs questions. Vous avez pu entendre au cours de l'émission la chanson Les Grenouilles de Steve Waring. C'était une émission proposée par l'ANA, réalisée par Carole Erscovici avec Julien Vergne à la technique. Je vous rappelle que toutes les émissions de La Puce à l'oreille sont réécoutables et téléchargeables depuis le site internet de l'ANA, www.ariègenature.fr. Merci de votre écoute, à bientôt.